Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes qui redonne de la noblesse à notre métier pour soigner mieux et différemment. Aujourd'hui, nous retrouvons une invitée dont vous avez été extrêmement nombreux à écouter mon premier entretien avec elle, le docteur Chloé Bramy. Médecin cancérologue, docteur en psychologie et en sciences de la pensée, elle a fait de la médecine intégrative sa voie d'engagement et de transmission. Il y a 2 ans, elle fondait MuMédecine, une école pionnière qui propose de revisiter le soin à la lumière d'une philosophie qui souhaite réenchanter nos pratiques. Depuis, des promotions entières de soignants s'y sont formées, ont lancé des projets concrets et réinventent aujourd'hui leur métier pour y faire une plus grande place à l'écoute, à la lenteur, la découverte, voire même à la beauté parfois oubliée dans leur métier de soignant. Dans cet épisode, on va faire le point avec Chloé sur ce qui a été semé, ce qui a poussé, ce qui reste à faire. Nous parlerons des lieux de soins intégratifs, de son retour d'expérience, mais aussi de ses futurs projets. Un échange dense, inspirant pour tous ceux et celles qui rêvent de faire évoluer leurs pratiques sans renoncer à leurs exigences scientifiques ni à leur humanité. Salut Chloé. Salut Mathieu. Je suis super content de te retrouver. On avait déjà fait un épisode il y a, je pense, 1 an et demi. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver. Il vous suffit de t'appeler Chloé Bramy dans mon fil de podcast. Et donc là, je te retrouve après ton expérience MU, dont tu vas pouvoir me raconter un petit peu les 2 promos qui se sont succédés. Et je vais commencer, comme toujours, à revenir, si tu veux bien, sur le concept de médecine intégrative. C'est un concept qui est parfois compliqué à définir, et j'avais à cœur avec toi aujourd'hui de te poser une nouvelle fois cette question, savoir si peut-être ta définition avait évolué, et pour éclairer peut-être nos auditeurs, est-ce que tu peux me dire pour toi ce qu'est la médecine intégrative, s'il te plaît ? Oui, merci. Déjà, merci pour la présentation. C'est toujours difficile de se présenter et c'est toujours beau de recevoir la présentation. Donc, merci. Alors oui, en effet, tu as raison. La notion de médecine intégrative a évolué, en tout cas dans la manière dont aujourd'hui je peux la définir, mais aussi dans la manière dont finalement on la définit d'un point de vue plus scientifique, ou en tout cas dans la communauté de professionnels de santé. Ce que tu dis bien toi-même, c'est que c'est une philosophie du soin. Je crois que ça, c'est important de le dire. C'est pas une nouvelle technique à inventer. C'est vraiment venir explorer ou mettre en lumière une philosophie qui n'oppose pas la technique, au contraire, qui lui permet d'être à sa place dans le processus de soin. Quand on parle de médecine intégrative, en fait, on va s'autoriser à poursuivre à poursuivre la médecine qui va lutter contre la maladie. En cancérologie, par exemple, c'est assez. On comprend bien que tout ce qui va lutter contre la maladie, ça va être, par exemple, la chimiothérapie, l'immunothérapie, les traitements systémiques. Mais on va aussi mettre en place des pratiques de soins qui vont œuvrer pour la santé. Et donc l'idée, c'est de réconcilier ce qui permet de lutter contre la maladie et ce qui œuvre pour la santé. Et je trouve que quand on l'observe sous ce prisme, finalement, on est bien éloigné de la définition un peu réduite ou réductionniste qui viendrait dire que c'est l'utilisation des pratiques complémentaires en complément de la médecine moderne. Voilà ce que je peux un peu te dire si ça... Ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette définition qui a évolué. J'aime beaucoup le fait que ça promeuve la santé et ça lutte contre la maladie, donc ça inclut aussi beaucoup de prévention, et cetera. Et tu mets moins l'accent sur les interventions non médicamenteuses, les médecines complémentaires. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, devant, tu vois, franchement, les défis de santé qu'on rencontre, je pense que c'est quand même important d'en parler, que ce soit, en effet, les défis de santé mentale qui sont voilà, sur le devant de la scène, les défis de santé planétaire qui nous concernent tous, mais aussi les défis de moyens humains, finalement. Mais aussi les défis de moyens de médicaments. Hein. On sait qu'on a aussi des pénuries quand même de pratiques. Ça vient vraiment questionner la valeur du soin et cette dimension à la fois de temps dans nos pratiques, bien sûr,
de moyens, de manières de soigner et donc oui, des outils de soins incluant les pratiques complémentaires, mais aussi l'objectif de la santé en fait. Voilà. Et cet objectif finalement de nos métiers, ça sert à quoi de soigner ou pourquoi on soigne. En fait, on sait qu'on va devoir répondre aux urgences vitales. Ça va pas s'arrêter en fait. Une urgence vitale, elle est là. Mais comment est-ce qu'on va œuvrer pour la santé aussi dans la prise en soin des maladies chroniques? Évidemment que ça va passer par plus de prévention et donc plus de dimensions holistiques et globales. C'est super intéressant. Quand je t'ai reçu, il y a plusieurs mois, tu montais, en tout cas c'était le début de MU, une superbe école de médecine intégrative. Je pense que tu dois être, la seule ou une des seules à avoir, osé monter ça, en tout cas, en France, en francophonie. Il y a eu 2 promos pleines d'étudiants. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est MU, ton école de médecine intégrative? Est-ce que tu peux me présenter cette institution et comment elle fonctionne, ce que c'est? Oui, alors si ça te va, je vais faire un peu d'historique parce que c'est Avec important que je plaisir. reste dessus. Donc moi, je viens vraiment de l'hospitalo-universitaire, en tout cas de l'envie vraiment d'avoir la conscience de la beauté de la formation en France. Je dis ça parce que on la critique beaucoup, mais elle a quand même une gratuité pour beaucoup et c'est pas rien de le rappeler. Euh, et donc l'enseignement et la recherche ont toujours été fondamentales. Il y a eu un moment, j'ai moi-même été contraint ou en tout cas devant le fait que j'allais plus pouvoir continuer dans ce rêve de l'hospitalo-universitaire sur ce sujet. Et je me suis dit, mais j'aime vraiment transmettre. La médecine intégrative a toujours été, en tout cas depuis le début de mon parcours, comme tu l'as dit, un engagement. Donc comment je continue de transmettre et donc créer une école sur cette thématique est vraiment arrivé comme une évidence. Donc aujourd'hui, MuMédecine, je dis que c'est une école parce que c'est évidemment un organisme de formation pour les professionnels de santé en santé intégrative, mais une école vient aussi donner la possibilité d'être un espace de réflexion, de communauté. Et donc cette part réflexive, elle était aussi essentielle. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça école. Euh, je crois que c'est quand même un laboratoire. Je le dis aussi, un laboratoire transdisciplinaire des métiers de la santé parce que elle a que 2 ans au final, qu'elle vient questionner quand même nos métiers et particulièrement la médecine. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être médecin? Qu'est-ce que c'est qu'être infirmier? Qu'est-ce que c'est voilà. Et donc il y a cette notion de laboratoire, c'est-à-dire je pense pas qu'on a une vérité. On vient par contre soutenir le déploiement de compétences en relation avec cette philosophie dont on vient de parler. Excellent. Moi, j'aime beaucoup la posture de réflexion, de laboratoire, comme tu le mentionnes si bien. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y fait? Oui, concrètement, en fait, on a 3 axes de compétences. On a tout ce qui a trait à la relation de soins, incluant donc l'empathie, la vulnérabilité du soignant, finalement la prévention en santé mentale, hein, c'est quand même très proche. Euh, donc ça, c'est notre premier axe de formation. Le deuxième axe, ça va être vraiment l'ouverture aux pratiques du soin dites complémentaires, en prenant vraiment toujours le lien entre la science et les sagesses. En gros, qu'est-ce que les données scientifiques nous apprennent, mais en même temps, pourquoi est-ce que, je sais pas, la médecine ayurvédique, par exemple, existe et c'est quoi la philosophie de la médecine ayurvédique et en même temps, quelles sont, par exemple, les données entre massage et certaines pathologies. Ça, c'est pour donner un exemple. Et le troisième axe, ça va être vraiment l'axe du collectif, donc des lieux de santé, évidemment de la santé durable, mais finalement, comment est-ce qu'on va venir repenser nos lieux sur les territoires de manière concrète. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 axes de formation qui sont permis aux promotions lorsque les personnes viennent sur la promotion longue, donc de 9 mois, mais qui peuvent aussi être proposés plus de manière adaptée, notamment aux institutions quand il y a certains points qui leur parlent. Voilà. C'est très malin. Et toi, tu viens de l'hôpital, tu es cancérologue à la base, on va y revenir. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, je vais me permettre de faire une petite digression,
Mais j'imagine, comme beaucoup d'entre nous, tu es attaché à l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, etc. Et il y a un truc qu'on a complètement oublié, c'est qu'en fait, à la base, la définition de l'EBM, alors t'as les résultats des grands essais, tu vois, ça c'est vraiment ce qu'on a gardé et on pense que c'est uniquement ça. Mais en fait, l'EBM, c'est bien plus large parce que ça inclut le souhait du patient, tu vois, et on sait que maintenant que les gens ont besoin et envie d'avoir des pratiques un petit peu plus avec moins de médicaments, où ils sont plus impliqués dedans, etc. Et le troisième cercle de l'EBM qu'on a aussi oublié, c'est l'expérience du praticien. Tout à fait. Et ce qui explique pourquoi tu as autant de choses qui marchent quand tu as des gens qui prennent du temps, de l'attention et de la curiosité avec leurs propres patients. Et moi, j'en arrive à la réflexion que ce qui est important, c'est beaucoup moins la technique, tu vois. C'est beaucoup moins la tête bien faite et la technique pure et dure, mais c'est aussi, tu en parles, la sagesse, l'expérience des gens, l'attention avec laquelle on essaie de soigner les autres. Et tout ça, ça a été complètement oublié. Et je suis très heureux que, en fait, ton école, elle remette un peu l'église au milieu du village et elle remette le BM dans sa définition classique, qui est certes le résultat des grandes études, mais aussi ce que souhaite le patient et puis l'expérience du praticien. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est Sébastien Abad qui enseigne sur la complexité dans le cursus, qui rappelle cette définition de l'EBM. Parce que, en fait, j'ai l'impression que si on a des craintes aujourd'hui au changement, alors qu'il est là, hein, enfin, très clairement, mais on le voit quand même avec l'ascension voilà, de tous les articles autour aussi des dérives sectaires, etc. Si on a peur du changement, c'est aussi parce qu'on oublie cette définition de l'EBM que tu viens de rappeler, en fait. Hmm, Quoi la part qu'on laisse à la subjectivité, finalement? exactement. Et en plus, tu as des intervenants de grande qualité qui défendent très bien ça. Hem, Tu as eu 2 promotions complètes. Alors je dis «tu», mais il y a d'autres intervenants dans MU. Tu mènes ce projet, mais tu t'appuies sur plein de gens, qui sont d'ailleurs, ultra différents. Ils ont tous des expériences très, très différentes. Ils sont pas d'ailleurs que médecins et tant mieux, c'est ce qui fait la grande force de MU. Est-ce que tu peux me dire, au bout de ces 2 années, hem, qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce que tu as appris toi et comment ont évolué les 2 promos, donc d'apprenants, je sais pas trop comment les appeler et surtout, est-ce qu'ils ont fait des choses concrètes en sortant de MU? Est-ce qu'ils ont mené des projets concrets en dur? Est-ce qu'ils ont mené des nouvelles pratiques? Est-ce qu'ils ont fait pousser des bâtiments et investi, de nouvelles pratiques? C'est quoi ton regard, s'il te plaît, après les 2 premières années de MU? Bon, déjà, il faut savoir en effet que le collectif a une dimension très importante pour moi dans le projet, autant au niveau des formateurs qu'au niveau des apprenants. On est quand même presque 25 formateurs dans la formation longue. Et donc, j'essaye que cette dynamique intégrative soit aussi ressentie au sein des apprenants et des formateurs. Donc, quand même dans une co-construction, dans une posture de co-construction. C'est pas évident parce que je me rends compte que travailler avec, au final, 25 indépendants qui aussi, eux, ont leur vie, ça demande beaucoup de soins, justement, et d'attention. Mais je le redis parce que finalement, le collectif, je pense, est fondamental. Ce sont aussi des équipes qui sont, comme tu l'as dit, médecins, enseignants-chercheurs, designers, architectes, etc. Donc, c'est une équipe transdisciplinaire. Euh, et c'est cette transdisciplinarité qui va permettre aussi pour les apprenants de faire émerger des choses nouvelles. L'intention de la formation longue, c'est que les apprenants, donc les professionnels de santé, puissent on va dire, augmenter leurs compétences sur cette philosophie du soin, mais à la fin, puissent avoir des outils et des clés pour développer des projets en santé intégrative. Donc, développer des projets en santé intégrative, ça peut passer de quelque chose au sein de leur service ou au sein de leur cabinet très basique, par exemple, prendre plus de temps avec leurs patients. C'est déjà énorme, en fait. C'est clair. Mais tu vois, de manière concrète, le mettre en place, etc. Ça demande des ajustements, forcément. Ça peut être prendre soin d'eux. Voilà, c'est un des piliers. Je sais que voilà, une infirmière nous a dit ça à la fin de la formation. Et en fait, je crois que la philosophie passe par là déjà, donc c'est énorme, jusqu'à créer des lieux de santé intégrative. Donc nous, on a 80% de médecins dans nos formations et on a quand même 80% de privés
et 20% de public, d'accord, plus ou moins. Là, dans les 2 années, alors c'est très précoce parce que tu sais que quand on crée un projet, souvent ça n'émerge pas en 6 mois. Mais en tout cas, ce qui est en cours, avec certitude, c'est en effet 2 lieux de santé intégrative privés qui sont en émergence. Un à côté du Puy-en-Velay, qui est voilà, porté par un homme vraiment qui très rapidement a intégré aussi la dimension médicale en fait et appliquée. Donc je pense que ça a été un très beau projet. Et à Strasbourg, plutôt en relation avec la santé de la femme. Donc ça, c'est les 2 projets privés en cours. Et puis, il y a eu des impacts, par contre, aussi dans le public, avec un CH qui est en train de, dans le nord de la France, de réorganiser toute une unité en lien avec la santé des soignants, mais en incluant cette dimension intégrative. Et donc là, quand tu touches un CH, ben, du coup, ça diffuse sur des milliers de personnes, donc c'est énorme. Donc ça, c'est pour les choses, tu vois, concrètes qui sont en train d'émerger. Et puis, ça c'est une autre dimension, mais moi-même, en fait, tu m'as demandé ce que j'ai appris, bah, j'ai appris en fait, c'est quoi coordonner aussi une équipe. Donc il y a quand même la dimension entrepreneuriale, enfin, qui est là et qui est au cœur quand même du projet. Euh, Honnêtement, que je trouvais assez extraordinaire. Voilà, je découvre quand même une partie voilà, du métier. Et puis, nous, on est en train de créer un lieu. Et donc, forcément, on va dire que ces 2 années ont aussi fait ricocher bah, sur moi en tant que professionnelle de santé. Voilà. Je pense que quand on met en place des projets, c'est aussi intéressant de voir comment les personnes qui sont à l'initiative de certains projets évoluent aussi à travers les projets, tu vois. Et j'étais moi-même un peu rigide au début. Enfin, j'avais envie que ce soit comme ça. Enfin, tu vois, j'avais une idée préconçue. En fait, aujourd'hui, à 2 ans, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souple. Je vois que les choses se font à un rythme bah, vivant, quoi. Enfin, voilà. Hmm. Et du coup, tu as toujours le souhait d'avoir un lieu physique dédié à Mu? Oui, bah, en fait, j'avais l'intention, mais sans, tu vois, le mettre trop rapidement dans le cahier des charges. Et finalement, j'ai hérité d'un lieu euh, donc suite au décès de ma maman, et qui était un lieu déjà dédié à la prévention en santé, mais plutôt de bien-être. Et là, qui va être un lieu dédié à la prévention en santé, mais dans lequel on va à la fois mettre l'école en tant qu'organisme de formation, mais aussi pouvoir recevoir des patients sur la prévention en santé, sur certaines thématiques. Voilà. Excellent. Donc, après t'être occupé des soignants, le projet, ça va être de t'occuper des patients dans le cadre de Mu. Ok. Voilà. Bah, il est temps de. En fait, je pense qu'une grande partie de cette philosophie du soin, c'est aussi la réconciliation. Moi, je pense que j'ai eu vraiment besoin de prendre du temps auprès des soignants, parce que pour plein de raisons. Et là, il y a vraiment cette réconciliation patient et soignant. Ouais. Ça m'amène directement à te poser une question qui me vient. Comme moi, tu as un rapport particulier à l'hôpital. Mm. Parce que l'hôpital, dans notre pays, c'est l'institution qui nous forme. C'est l'image de la médecine et on y est profondément attaché parce qu'on y passe des années et des années et certains d'entre nous le quittent dans des circonstances plus ou moins douloureuses. Et moi-même, je crois que tu partages un peu comment dire, la même aspérité, la même délicate dissonance, comme ça, cognitive, où c'est quelque chose qui nous a formés, qui nous a plu, dont on est infiniment reconnaissant, ne serait-ce que pour en bénéficier soi-même en tant que patient, pour soi, pour sa famille, etc. Et en même temps, on l'a quitté parce que parfois il était trop difficile. Et je suis très curieux de savoir la relation maintenant que tu as avec l'hôpital public. Oui, merci, c'est joli ce que tu partages. Alors moi, déjà, je crois que c'était dur de quitter ce cœur mère, tu vois, parce que j'ai eu un moment de désillusion. Cette désillusion, mais qui était finalement aussi, enfin, en relation avec un formatage, tu vois. Euh, Aujourd'hui, j'ai une relation qui est, je pense, très respectueuse, et très respectueuse de ce qui m'a été transmis, mais aussi parce que j'ai compris que je pouvais mieux aider et soutenir le système en étant aujourd'hui, en tout cas, en dehors du système et en travaillant avec le système.
Je m'explique. MU là est en train d'avoir des partenariats avec des CH, donc des centres hospitaliers, pour aller justement soit faire du conseil, soit des formations. Et moi, ça, enfin, tu vois, pouvoir faire danser ou méditer des soignants, ramener de la joie au sein des structures, c'est quelque chose qui me met en joie, voilà, fondamentalement. Mais je sais aussi que j'ai besoin d'un espace créatif et que l'hôpital aujourd'hui ne me permet pas cet espace créatif. Et donc, c'est juste mieux me connaître et donc pouvoir avoir la posture à laquelle je serai, tu vois, le plus aidante, en quelque sorte. En revanche, j'ai plus de frustration par rapport à l'hôpital et je suis en joie quand je vois des projets in vivo qui naissent pour ramener de la créativité au sein des structures. Voilà. Ok, donc tu as résolu toi ce dilemme parce que J'ai tu as résolu ce quitté le dilemme. système, mais en même temps tu l'aides à présent et tu le réintègres à ta façon. Aujourd'hui, j'ai résolu ce dilemme, mais bon, tu vois, il m'a fallu 7 ans, c'est quand même long, 7 ans. Je suis pas non plus hyper vieille, donc enfin à l'échelle, voilà. Et surtout, je crois qu'en fait, on se trompe en créant de la dualité. Tu sais, cette histoire de médecine de ville, médecine hospitalière, privée, publique. Enfin, en fait, on contribue tous à prendre en soin les gens. En fait, notre métier, tu vois, c'est d'être soignant, d'être médecin. Et en fait, si le système d'urgence publique il fonctionne pas, bah, ça se répercute sur le système privé et vice versa. Quand il n'y a pas de médecin généraliste, bah, ça se répercute sur les lieux de soins. Donc en fait, avec la médecine intégrative, c'est la même chose. On doit apprendre à travailler tous ensemble et arrêter de créer de la dualité privé-public. Voilà. C'est très juste, je suis tout à fait aligné avec toi. On parlait de lieux de soins. Euh, Tu sais que dans ce podcast, je mets souvent dans la peau d'un médecin plutôt libéral qui a donc quitté l'hôpital et qui essaye de sortir un petit peu de sa routine, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et il y a beaucoup de nos confrères, de nos consoeurs qui souhaitent faire un petit peu comme toi, alors peut-être avec un projet plus modeste, mais construire quelque chose, construire un lieu, faire sortir de terre un bâtiment, par exemple, pour pouvoir l'y introduire avec des méthodes de soins personnelles. Ça peut être de la médecine intégrative. Il y a des gens qui font de la méditation, qui ont fait des DU là-dedans, qui font de la médecine fonctionnelle, plein de choses. Euh, Est-ce que tu peux me partager des conseils pratiques, actionnables comme ça, si demain tu es un médecin et tu as envie de passer à l'acte, est-ce qu'il y a des choses dont tu pourrais me partager qui peuvent aider pour essayer de faire comme toi? Oui. Tu peux déjà leur dire de venir chez Mu Médecine. Non, je plaisante. On va passer le message, ouais. Ouais. Non, concrètement, enfin, je dis ça parce qu'en fait, il y a une logique. C'est que, je fais une petite blague, mais c'est parce qu'il y a une logique. C'est-à-dire que le projet, il doit être, à mon sens, toujours en relation avec le territoire. Donc là où le projet lieu va s'implémenter. Aujourd'hui, c'est indispensable. On ne va pas créer les mêmes projets au cœur de Paris que je sais pas, là, je suis dans les Cévennes, que dans les Cévennes. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et ça inclut les aides qu'on va pouvoir avoir, donc les aides financières. Ça va inclure le bâtiment qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc, voilà, cette intégration territoriale, elle est fondamentale. Donc, vraiment se rapprocher de la mairie, enfin voilà, des acteurs locaux qui peuvent soutenir le projet. Ok, donc pas faire ça tout seul déjà, d'accord. Tout seul. Vraiment pas faire ça tout seul. Euh, pas faire ça tout seul. Pas faire ça tout seul aussi dans l'équipe avec laquelle on va travailler, tu vois. C'est-à-dire pouvoir assez rapidement dans un projet avoir une petite équipe qui se constitue parce que mettre en place des dynamiques collectives, comment dire, c'est pouvoir prendre soin de nos ressources en fait. Voilà, on peut pas tout faire tout seul, et donc cette équipe, elle va être importante. Et diversifier l'équipe, c'est-à-dire ne pas tous avoir le même rôle et donc être au même poste, mais ne pas avoir peur d'avoir des acteurs différents avec des profils différents, parce que c'est cette diversité qui va faire que
bah, au final, ça fonctionne. Donc ça me paraît important. Et ensuite, il faut que le projet, quand même, il fasse sens par rapport à notre projet en tant que soignant. Je m'explique. Si on fait en fait, il y a une énorme perte de sens aujourd'hui du métier. C'est pas un scoop. Et donc, il faut que ce projet, il soit animé par quelque chose qu'on a envie en fait de mettre en place, qu'on a envie d'explorer. Donc, tu vois, si c'est par exemple la santé de la femme, bah ok, mais allons-y à fond. Si c'est de la pédiatrie, bah ok, mais allons-y à fond. Et ça, c'est important. Voilà ce que je peux dire, c'est déjà pas mal quand même comme chose concrète. Très bien, ouais, ça fait déjà Et beaucoup de prendre le pistes. temps aussi, quand même, prendre le temps, parce Hmm. que en fait, parfois on est très animé et puis le truc, tu vois, tombe à l'eau parce qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau et souvent c'est parce qu'on n'a pas suffisamment pris le temps du processus de voilà de mise en place. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Il y a une autre question que j'aimerais te poser. J'ai l'impression que MU, c'est une structure qui est extrêmement robuste, ne serait-ce que parce que tu as beaucoup de gens très différents dedans, ce qui a une grande qualité. Parce que si un jour quelqu'un a complètement tort, bah, en fait, on aura plein d'autres derrière pour proposer d'autres choses. Puis en plus, c'est un collectif qui m'a l'air... déjà, ils sont extrêmement nombreux et puis assez soudés. Il y a beaucoup de choses qui changent actuellement dans le soin et dans notre société. Il y a un grand sujet maintenant dans le soin, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Quel regard tu portes là-dessus? Alors, évidemment, c'est un sujet qui est ultra complexe. Est-ce que tu l'envisages pour MU? Comment tu l'intègres, si tu l'intègres, et quelle est ta vision là-dessus pour ces prochaines années? Bon, déjà, tu lis dans mes pensées. C'est vrai, on n'en a pas parlé vraiment avant. Oui, ce sera au programme l'année prochaine. Ok. En fait, j'ai un étudiant, enfin, c'était un ancien étudiant qui avait fait un master sur l'IA à l'époque et en même temps qui s'intéressait à la méditation et maintenant qui est chef de, enfin, non, je crois qu'il fait son internat après avoir fait une thèse de sciences sur le sujet et qui va donner les cours chez MU, qui est vraiment voilà une pépite. Comment Euh, il s'appelle? Alaïdine Benami. Excellent. Et voilà, donc je suis ravie que ce sujet soit maintenant dans le programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas s'en passer. C'est un élément fondamental. Et donc, dans cette idée de réconciliation, c'est aussi comment est-ce qu'on va pouvoir euh, mieux l'appréhender pour ne pas perdre l'intention fondamentale, en fait, qui pourrait être d'être un outil, une aide, en fait, mais qui ne remplace pas euh, cette notion de nuance, tu vois. Avec l'IA, il n'y a pas de nuance. Et ça, il en parle déjà, Sébastien Abad, dans son cours sur la complexité, mais alors que la nuance est quand même, à mon sens, comment dire, la beauté du soin, en fait. Sans nuance, il n'y a plus de soin. Donc voilà. Et donc c'est pas tellement pour dire on va faire un cours sur l'IA, etc. Quels logiciels sont accessibles, mais plutôt pour dire comment est-ce qu'on dialogue avec l'IA dans cette perspective intégrative. Carrément. Je crois que c'est vraiment la bonne méthode. C'est qu'en fait, là, on n'a que des questions. Dans quelques temps, on aura beaucoup de réponses. Mais comme en philosophie, l'intérêt, c'est pas forcément les bonnes réponses, c'est les bonnes questions. Quelles questions tu poses? Et comme on n'a pas beaucoup de réponses, c'est apprendre semaine après semaine à vivre avec, à voir ce dont c'est capable, ce dont c'est incapable, et puis de construire avec l'IA comme ça pour essayer de l'intégrer du mieux possible. Et en tout cas, je crois que tu évites quelque chose de très important, c'est le dogme, c'est dire c'est ceci, c'est cela, on va te faire remplacer ou au contraire c'est impossible. Non, c'est restons curieux, restons proactifs, construisons ça semaine après semaine au gré des nouvelles avancées. Et je suis sûr que tu vas apporter des questions super intéressantes et puis j'espère des prochaines réponses sur la place de l'IA dans le soin. Mais surtout, tu vois, enfin, si je vais un tout petit peu plus loin. Moi, par exemple, dans mon métier, honnêtement, si l'IA peut m'aider comme un rappel à me dire, bah voilà, c'est quoi la première ligne de chimiothérapie dans telle indication en 2 minutes, même pas, tu vois. Enfin, en fait, c'est génial. En revanche,
bah, j'ai quand même besoin de discuter, d'aborder, d'expliquer ce traitement, d'expliquer ce que c'est. Et donc, oui, ça me paraît fondamental de pas créer comme tu l'as dit, euh, de dogme. Ouais. Hmm. Soyons pas dogmatiques. Et en même temps, n'ayons peur de rien. Est-ce que tu peux me partager tes prochains projets, Chloé? Je crois que tu vas ouvrir une nouvelle consultation qui me semble passionnante. Et avant qu'on se quitte, un tout petit mot sur ton projet avec ton projet de livre, je crois. Oui. Bah, en fait, je crois que ça, tu sais, ça va dans cette idée de réconciliation. Euh, donc, il y a 7 ans, quand j'ai quitté l'hôpital, j'avais cette idée enfin, vraiment, non, c'était pas il y a 7 ans exactement, il y a 5 ans, avec cette idée de désillusion. J'ai eu besoin, en fait, d'aller faire de la recherche, de me nourrir, de me renseigner, voilà. Mais en réalité, j'ai des compétences de soignante. Enfin, tu vois, j'adore la médecine. Je suis vraiment, enfin, pour le coup, c'est vrai, je suis quand même passionnée par ça. Et donc, il était temps que je puisse mettre aussi mes compétences concrètement au service. Et du coup, j'ai décidé en effet d'ouvrir des consultations, pas seule, parce que j'ai le sentiment que la médecine intégrative, elle peut pas vraiment se faire seule. Et donc, dans cette idée collective, à l'Institut français du sein, qui est en fait un modèle assez intéressant, un groupement de médecins libéraux autour de la thématique du cancer du sein, qui travaillent sur un lieu commun, mais tout en étant indépendants. Et ça me va bien finalement quand tu suis un peu le Hmm. euh, donc voilà, donc je commence des consultations dédiées à l'accompagnement et à la prévention des patients dans le cancer du sein, notamment sur tout ce qui va être effets indésirables après cancer, en relation avec, tu vois, le stress, la gestion des émotions, les toxicités tardives qui persistent ou même précoces. Et puis la dimension de prévention sur le mode de vie, principalement, etc. Mais en étant dans un parcours, donc avec des collègues. Et donc ça, c'est... En tout cas, j'ai hâte. Je crois que je suis assez contente de cette perspective. Ouais. Et dans cette idée d'oncologie intégrative, parce que l'oncologie a la chance, je trouve, d'être une spécialité qui est quand même très en avance sur la thématique de la médecine intégrative, parce que je pense que sa complexité nous a permis assez tôt de nous organiser sur cette thématique. Alors ça, c'est un peu un scoop, mais en effet, on sort un livre en octobre à 3 voix. Euh, je ne sais pas vraiment si j'ai le droit de le dire ou pas, donc je vais juste le dire comme ça. Vous verrez en octobre, donc le 2 octobre, il sortira sur le thème de l'oncologie dans toute sa dimension, un peu un livre compagnon en cancérologie pour le patient et les aidants qui aborde ce sujet de l'oncologie intégrative. Voilà. Excellent. Et puis tu caches le co-auteur prestigieux, mais on aura la surprise. Ah, je ne sais pas. Je peux sortir du cadre, donc je vais laisser un petit. Tu fais bien, ça laisse le suspense. Chloé, je te remercie beaucoup. C'est toujours hyper cool de parler avec toi. C'est très fertile. Est-ce que tu peux me rappeler, avant qu'on se quitte, comment on fait pour rejoindre MU? Et puis, est-ce que tu aurais également, après m'avoir précisé comment on fait pour suivre la formation, pour s'inscrire dans cette formidable école de médecine intégrative, et puis si tu veux rajouter un dernier mot, je te laisse quelques secondes pour, si tu le souhaites, rajouter quelques petits mots à nos consoeurs, à nos confrères qui nous écoutent, qui sont parfois un petit peu désillusionnés, comme tu le rappelles, qui sont en recherche de sens et qui suivent ton activité, tes projets. Oui, merci. Alors, je ne sais pas exactement quel médecin, en effet, tu as dans les personnes qui écoutent, mais ce que je voulais dire aussi, c'est quand même, je sais que c'est dur, voilà. C'est-à-dire, je l'ai vécu, je le vis, en fait. Je vois bien quand même que cette désillusion, elle est là, qu'on n'a pas toujours les ressources pour oser créer une, oui, pour oser créer notre métier en fait au quotidien. Et je crois fondamentalement, et je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais ça n'a pas bougé, que la création est une nécessité, ou plutôt une nécessité aujourd'hui. Voilà. Et donc tout ce qui peut amener un espace créatif, allez-y. On ne sait pas où on arrive, mais on sait juste que
ça nous fait du bien et que ça permet d'oser. Voilà. Ah, je pense que c'est assez fondamental. Ensuite, pour suivre les actualités de MU, c'est très facile. On a un site, mumedecine.org, sur lequel vous pouvez déjà vous abonner à la newsletter. Ça permet d'avoir franchement des informations régulières, au moins 2 fois par mois, sur les actualités. Il y a toujours des espaces réflexifs, des propositions. Et puis la formation longue, elle commencera en janvier 2026. Et donc on prend des inscriptions jusqu'au début décembre. En fonction du nombre de places, parce que c'est des groupes de 20 maximum. Donc voilà, c'est en fonction du nombre de places. Voilà. Et toutes les infos sont sur le site, assez accessible. Le message est passé. N'hésitez pas à aller voir Mu Médecine sur le site que je mets dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus que te dire un grand merci, Chloé, et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, Mathieu. Salut. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.